via les commentaires sous le live Facebook. Nous aurons des modératrices qui prendront le temps de me les transmettre et évidemment, je m'assurerai de les poser à nos spécialistes. Sans plus tarder, donc, débutons dès maintenant. Entrons dans le cœur du sujet avec Dr Simon Turcotte, qui est chirurgien au CHUM, chercheur au CRCHUM, chercheur membre de l'Institut du cancer de Montréal et professeur agrégé au département de chirurgie de l'Université de Montréal, qui nous fera d'abord un tour d'horizon sur ce qu'est le cancer du pancréas. Bonjour, c'est vraiment un très grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, tous et toutes, en personne ou en virtuel. Donc moi, j'ai le défi de vous faire un cours de médecine accélérée sur ce qu'est le pancréas, le cancer du pancréas, les traitements et puis pourquoi on a besoin de poursuivre la recherche pour mieux traiter le cancer du pancréas. Le pancréas, pardon, mais c'est une glande qui est rattachée au système digestif qui nous aide à digérer parce que ça sécrète des enzymes, puis qui nous aide à contrôler aussi notre taux de sucre parce que ça sécrète de l'insuline et d'autres hormones. Il y a certaines cellules dans le pancréas à cause de l'inflammation, puis pour des raisons qu'on ignore, qui peuvent se dérégler, puis les gènes dans ces cellules-là peuvent se muter, ne pas être réparés par les mécanismes habituels. Et certaines cellules abîmées comme ça peuvent commencer à proliférer de façon anarchique, puis à former une tumeur, un cancer. Le cancer au sein du pancréas, à ce moment-là, ça se met à grossir, ça peut envahir les structures adjacentes, ça peut notamment bloquer le canal biliaire que vous voyez en vert sur le schéma. Et une fois ce canal-là bloqué, on peut développer une jaunisse. Ça peut bloquer aussi le système digestif, le duodénum à la sortie de l'estomac. Les patients ont de plus en plus de difficultés à s'alimenter. Il y a une perte de poids qui s'ensuit. Ça peut aussi infiltrer le long de l'aorte, le gros vaisseau rouge que vous voyez, envahir les plexus nerveux, causer des douleurs centrales qui vont jusqu'à la colonne vertébrale. Des symptômes qui sont vraiment pas, très douloureux. Donc, le cancer peut commencer au pancréas. Si on l'attrape à temps, on peut parfois l'opérer. Mais il y a certaines cellules qui, à des stades plus avancés, peuvent rentrer dans la circulation sanguine, puis cheminer vers le foie. À ce moment-là, on parle de cancer métastatique, cancer du pancréas métastatique au foie comme premier site, puis éventuellement, ça peut se répandre ailleurs dans l'organisme. Quand le cancer du pancréas est localisé, quand je dis cancer du pancréas, je parle de l'adénocarcinome du pancréas. C'est la tumeur la plus commune. Il y a différents types de cancers, de tumeurs pancréatiques, mais aujourd'hui, on parle de la plus commune. On prévoit qu'en 2022, ça va devenir la 3e cause de mortalité par cancer. C'était la 4e jusqu'à présent, puis ça concerne 1250 Québécois qui en meurent annuellement. On peut survivre d'un cancer du pancréas si c'est découvert tôt, idéalement à des stades précancéreux. On peut survivre si on est capable d'opérer puis de recevoir une chimiothérapie pour réduire le risque que le cancer revienne. Il y a des progrès considérables qui ont été réalisés depuis une 50aine d'années. Le premier chirurgien qui a réussi à faire une chirurgie pour enlever, extraire un cancer de la tête du pancréas, c'était Dr. Alan Whipple à New York dans les années 1930, comme vous voyez sur la diapositive ici. La chirurgie de Whipple, c'est une des chirurgies qu'on fait le plus couramment pour ces types de cancers-là. C'est une chirurgie dont les étapes n'ont pas changé beaucoup depuis 1935, puis qui est très standardisée, très efficace. Dans les années 70 au milieu des années 90, pour un cancer localisé au pancréas, si une personne qui était opérée d'un cancer localisé au pancréas par une chirurgie de Whipple pouvait espérer survivre, avait à peu près une chance sur 5 de survivre à long terme de cette tumeur-là. Il y avait à peu près 32% des personnes, une personne sur 3 qui était encore en vie 2 ans après
sa chirurgie. Maintenant, il y a des chimiothérapies qui ont été démontrées plus efficaces, qui sont données après la chirurgie pour le cancer du pancréas. Puis la survie attendue 2 ans après la chirurgie, puis après la chimiothérapie, est d'à peu près 75% des personnes. Puis vous voyez sur ces courbes-là, rouge et bleu, qu'il y a un plateau de survivants là, qui, en général, se trouve autour du 40%. Ça fait que de nos jours, si on est capable de combiner chirurgie et chimiothérapie moderne, il y a à peu près 3 personnes sur 4 qui sont encore en vie 2 ans après leur chirurgie, puis à peu près 4 sur 10, 5 ans après la chirurgie. C'est 2 fois plus que dans les années 80. Donc, c'est vraiment des progrès qui sont remarquables. Si le cancer est métastatique, la chirurgie, bien, elle a plus sa place. Ce qui détermine le pronostic des personnes, c'est est-ce qu'on est capable de tuer le plus de cellules cancéreuses, le plus de métastases possible, où qu'elles soient dans le corps. Avant qu'on ait des chimiothérapies efficaces, il y a à peu près la moitié des gens qui pouvaient vivre avec un cancer du pancréas métastatique au-delà de 3-4 mois. La gemcitabine, c'est la première chimiothérapie qui a été démontrée comme efficace. Elle a augmenté cette survie médiane-là à 6-7 mois. Et puis maintenant, le FOLFIRINOX a amené ces patients-là à pouvoir avoir une survie autour de 11 mois. Donc ça veut dire que si on est assez en forme pour avoir une chimiothérapie moderne avec un cancer du pancréas métastatique, bien, la moitié de ces personnes-là vont être encore en vie à peu près 1 an après le diagnostic de leur cancer métastatique. Donc, c'est des progrès qui sont remarquables, mais vous voyez bien que le risque que le cancer revienne, même après une chirurgie puis une chimio, demeure élevé. On n'est pas encore capable de guérir les personnes qui ont des cancers du pancréas métastatique. Puis, il ne faut pas se le cacher, il faut être en forme pour tolérer ce genre de chirurgie-là puis ces genres de chimiothérapie-là. Donc, ce n'est pas non plus à la portée de tous les traitements que je viens de vous présenter. Donc, la meilleure façon, on est convaincu que la meilleure façon de mieux traiter, de prolonger la vie des personnes qui sont atteintes, mais ça passe par la recherche. Il faut détecter ces cancers-là plus tôt. Il faut mieux traiter les stades microscopiques précancéreux, les stades précoces. On pense qu'on est capable d'utiliser le système immunitaire pour combattre le cancer, comme ça se fait pour d'autres types de cancers que le cancer du pancréas. Puis il y a de plus en plus de thérapies qui sont capables de cibler des mécanismes moléculaires bien précis. La personnalisation de la médecine, c'est quelque chose qui peut se développer aussi pour le cancer du pancréas. Donc, ce soir, on va avoir l'occasion de vous parler des recherches qui vont en ce sens. Je vous remercie pour votre attention. Il va me faire plaisir de répondre à vos questions durant la conférence et après. Et voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Simon, pour cette mise en contexte fort intéressante. Il est temps maintenant de vous présenter notre invité spécial. Donc, on a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous ce soir M. Alexandre Leboutier, spécialiste de l'intelligence artificielle, qui nous partage le témoignage de son expérience de vie lors de la maladie de son père. À vous, Alexandre. Alors, 2,5 milliards de secondes, ça semble beaucoup, mais ça passe très vite. C'est le temps qui nous est donné en moyenne dans une vie à notre naissance. Et ça, c'est pour les gens bien nantis. J'étais en Europe, je pensais avoir tout le temps. Je venais de vendre ma précédente compagnie. Malheureusement, j'ai eu l'appel de mon père qui m'annonçait le diagnostic de son cancer du pancréas stade 4. Et c'est à ce moment que le compte à rebours a commencé. Ma femme était enceinte, donc c'était important pour mon père de voir sa descendance. Le temps pressait. Le cancer, c'est vraiment l'ennemi du temps. On veut faire une différence. On n'a pas beaucoup de temps, mais à la fois, lorsqu'on n'a pas d'informations, lorsqu'on attend un diagnostic, lorsqu'on attend une procédure, lorsqu'on attend un traitement, le temps est interminable. Pour mon père, il a fallu près d'1 an après ses premiers symptômes pour avoir un diagnostic préliminaire. Je dis bien préliminaire.
Ensuite, mais le chemin était très long. Il a fallu attendre près de 4 semaines pour une biopsie. Puis évidemment, une biopsie, on ne veut pas que ce soit n'importe qui la fasse, parce que c'est une procédure qui peut avoir certaines complications. Et ce qui est intéressant avec une biopsie, ce que j'aimerais, c'est avoir un petit peu plus d'informations que juste adénocarcinome. Donc, dans le cas de mon père, pas de profilage génomique, pas de profilage de sa tumeur non plus. Donc, c'est très difficile de savoir quel chemin prendre lorsqu'on n'a pas ces informations. À l'époque, par chance, au Canada, il y avait 2 traitements qui s'offraient à lui. Les 2 traitements avaient des taux de réponse que je dirais pas très bons, à peu près 30% en médiane, avec des effets secondaires chacun, et des fois des effets secondaires même sévères, même certains la mort. Donc, c'est un choix difficile de prendre cette décision-là, quel traitement je vais prendre, sachant qu'on n'a pas de technique pour prédire la réponse à ce moment-là. Surtout, mon père et sa famille, on a eu 24 heures pour choisir lequel des 2 traitements prendre. On prend le traitement et là, on sait bien qu'éventuellement, peut-être, ça ne va plus répondre. Quel va être le plan B? On aimerait bien un monde où les diagnostics soient dans un mode temps réel, donc avoir des diagnostics rapides. On aimerait aussi avoir des diagnostics qui soient non invasifs et on aimerait avoir des diagnostics qui soient aussi accessibles en argent et en temps. Et pourquoi on veut tout ça? C'est pour avoir des traitements personnalisés. L'intérêt d'avoir des traitements personnalisés, c'est qu'on est tous un peu différents et d'avoir des données omiques, que ce soit des données génomiques, des données protéomiques, des données métabolomiques, des données d'imagerie, des données de laboratoire, mais ça permet d'avoir justement le bon traitement qui va peut-être fonctionner pour nous. Et l'idée, on ne veut pas juste des traitements qui traitent les symptômes, on veut des traitements qui nous guérissent, des traitements curatifs. Et lorsque la maladie est complètement disparue, souvent elle n'est pas tout à fait complètement disparue. Donc c'est important de pouvoir suivre ça et de prédire l'apparition d'une récurrence avant même qu'elle apparaisse. Donc vous comprendrez qu'avec tout ça, je suis revenu d'Europe, je suis retourné au Canada, en Acadie, pour prendre soin de mon père, et j'ai dédié ma mission à la lutte contre le cancer pour mieux comprendre les mécanismes alliant l'IA, pour mieux diagnostiquer, pour mieux traiter. Un défi que relevait mon père et des millions d'autres personnes pour des meilleurs résultats de santé. On a bien vu que vers les années 2014-2015, l'intelligence artificielle prenait son envol avec des grandes percées, surtout avec les travaux de Yoshua Bengio qu'on a à Montréal et du Mila. Donc une collaboration s'établit avec ces gens-là et les experts du domaine de la médecine, donc des gens du CHUM aussi. Et c'est important d'avoir cette collaboration entre ces 2 sphères, les experts en IA et les experts en médecine, pour bien comprendre les patterns qui sont cachés dans ces données. Cette information en IA qui nous permet d'obtenir des diagnostics sont cruciaux pour un traitement personnalisé et des découvertes transformationnelles pour mettre en lumière ces mécanismes curatifs. Il y a de l'espoir avec l'équipe pour mieux comprendre ces mécanismes particuliers du cancer du pancréas. Et c'est ce que font l'équipe aujourd'hui des Dr Faber, Stagg et Turcotte. Vous voyez ici l'ensemble de l'écosystème. On a des cliniciens, des chercheurs, des experts en IA, des industries qui veulent mettre en application ces découvertes-là dans les hôpitaux pour traiter les patients. Donc, on veut que les patients soient au centre de ces découvertes-là et qui participent aux nouvelles découvertes. À chaque fois qu'on visite le système de soins de santé, j'espère le moins souvent possible, nos données pourraient contribuer à établir une vision plus prédictive de l'évolution d'une maladie ou de l'évolution de traitement pour certains curatifs, d'autres pas. L'IA a vraiment besoin de ces données longitudinales pour faire de ces découvertes numériques, que ce soit en diagnostic ou en traitement. Et nous sommes très chanceux, car il n'existe pas sur Terre de domaine autre que la santé qui produit plus de données utiles pour faire ces découvertes-là. Malheureusement, comme la majorité des cancers en stade 4, métastatique, il faut décider comment profiter du temps qu'il nous reste. Pour mon père,
il n'a jamais autant vécu qu'après son diagnostic. Alors ça, c'était une belle leçon de vie. Il ne faut pas attendre d'avoir un diagnostic pour s'accepter, pour aimer les gens, pour donner, pour être un bon ancêtre. Il m'a soutenu dans la mission contre la lutte contre le cancer. Il était même là à l'inauguration de ma précédente entreprise. Rapidement, toute la communauté artistique s'est mobilisée pour lui faire un hommage. Ce que mon père me dit, c'est que cet hommage, c'est la plus belle transfusion d'énergie qu'il a reçue. Et j'aimerais remercier quelqu'un qui m'est très précieux ici, Simon Turcotte, qui a coordonné une procédure pour mon père qui a presque enlevé toute sa douleur, qui a permis de continuer à écrire et de voyager. Donc, à son retour de son voyage de Cuba, il voulait vraiment aller à Cuba. Après presque 3 heures de voiture, il n'y avait plus d'énergie pour sortir toute seule de sa voiture. Donc, on l'a aidé, on l'a alité. Et j'étais en contact avec lui tous les jours lorsque j'étais à l'extérieur de l'Acadie. Et cette journée-là, ça n'allait vraiment pas. Et je lui ai dit, bien, j'arrive. On était le 28 février. Il écrivait son 19e roman, c'était un écrivain. Il a écrit un témoignage d'amour et d'amitié à tous les êtres chers. C'est vraiment une poésie pour remercier les gens avec qui il a vécu. Et je vous invite, les amateurs d'histoire ou de poésie, à consulter son site acadie.ca. Il y a 3 grands best-sellers sur la déportation des Acadiens. Mais je vais me concentrer sur ce récit, pas de distance entre nos cœurs. Mon père est décédé paisiblement à sa maison, dans mes bras, le 2 mars 2016, mais il est toujours présent, il est toujours là, il me donne le courage de soutenir l'innovation pour faire de meilleurs diagnostics et de traitements, je l'espère, grâce aux percées de l'IA. Nous avons écrit ensemble son 20e roman, mon premier, qui illustre les valeurs qu'on doit mettre en pratique pour transformer la recherche en innovation. Plusieurs chapitres. Il me reste seulement le dernier chapitre à terminer. C'est un chapitre sur la lutte contre le cancer. Et j'espère qu'on va réussir ensemble à faire une fin heureuse à ce dernier chapitre. Maintenant, on va imaginer un futur idéal qu'on va construire tous ensemble avec les docteurs Ferber, Stagg et Turcotte, où le thème que je propose, ça va être un thème de collaboration pour une médecine de précision. C'est important d'avoir cette collaboration-là entre les experts de différents domaines, que ce soit en IA, médecine et les patients aussi, qui connaissent souvent mieux leur maladie que quiconque. L'IA va prescrire l'accès à cette connaissance, et je l'espère, à un diagnostic plus précoce et ultimement la guérison. Donc j'imagine l'histoire de mon père qui aurait pu être très différente, un diagnostic, plusieurs années auparavant, un vaccin, la guérison. Mais mon père me disait toujours, il ne faut pas essayer de changer le passé, c'est des remords, c'est des regrets. C'est difficile de contrôler le futur aussi, on peut l'influencer un peu, mais les scénarios catastrophes qu'on fait, c'est jamais eux qui arrivent, c'est d'autres. On peut juste savourer l'instant présent, c'est ça qu'il faut faire, sauf si on est assis sur un rond de poêle, mais là, il faut faire quelque chose d'autre. Ce futur, nous avons tous l'occasion de le construire ensemble, maintenant, avec le quartier d'innovation du CHUM et les experts en IA et en médecine qu'on a ici ce soir avec nous. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un CT scan pour les médecins dans la salle ou les patients qui en ont vu. C'est ce que j'appellerais un rêve d'une intelligence artificielle. C'est un modèle qu'on a entraîné avec des données de patients en imagerie, et c'est des patients tous sains. Donc, ce modèle, on a pu extraire qu'est-ce qu'est la normalité. Et on voit bien qu'il y a une variabilité dans cette normalité. Et quoi de plus important que de bien comprendre la normalité pour comprendre l'anormalité ou la pathologie. L'IA a fait de grands progrès. On peut même détecter automatiquement des lésions en imagerie et même voir des effets macroscopiques des mutations génomiques. Il est donc grand temps d'utiliser cette IA pour mieux trouver des traitements curatifs pour guérir enfin. Surtout pour que les prochaines générations puissent continuer à ensemble s'aimer et aimer leurs prochains. Alors, s'il vous plaît, soutenez la recherche et l'innovation et soyez généreux. Merci.
Merci infiniment, Monsieur Le Boutillier, pour ce témoignage qui résonne très fort pour nous tous. Merci. J'invite maintenant John Stagg, chercheur au CRCHUM et membre de l'Institut du cancer de Montréal, professeur agrégé à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et co-titulaire de la chaire Jean-Guy Sabourin, M. Gérardo Ferber, chercheur au CRCHUM, membre de l'Institut également, professeur titulaire au département de biochimie et médecine moléculaire de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire CIBC en recherche sur les causes du cancer du sein de l'Université de Montréal, ainsi que Dr Simon Turcotte à venir me rejoindre sur le panel. Merci. Alors, bonsoir, messieurs. Le prochain segment de notre conférence va durer environ 30 minutes et a pour objectif de discuter des enjeux qui entourent le cancer du pancréas, ainsi que des espoirs de traitement, évidemment. Donc, permettez-moi de vous poser quelques questions à tour de rôle. Je vais débuter avec vous, John, si vous me le permettez. On entend beaucoup parler d'immunothérapie du cancer. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne cette thérapie et si elle est efficace contre le cancer du pancréas? Oui, tout à fait. On entend beaucoup parler d'immunothérapie contre le cancer. Donc, en quoi consiste l'immunothérapie? Bien, ça vise à stimuler nos cellules immunitaires afin qu'elles puissent détruire nos cellules cancéreuses. Vous savez, notre système immunitaire il est incroyable. On a des patrouilleurs qui circulent en permanence. Malheureusement, lorsque ces patrouilleurs arrivent au sein des tumeurs, souvent, elles sont désarmées. Et puis, la façon que les tumeurs désarment le système immunitaire, c'est à travers l'interaction de protéines qu'on appelle aussi des checkpoints immunologiques. Il y en a deux en particulier qui sont importants dans le contrôle de la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses. Il s'agit de l'interaction entre les molécules PD1, PDL1 et l'interaction avec la molécule CTLA4 et CD28. Alors, lorsque l'on a déterminé il y a une quinzaine d'années, que ces molécules PD1, CTLA4 étaient très importantes afin de désarmer le système immunitaire, eh bien, l'industrie, les chercheurs se sont affairés à développer des molécules thérapeutiques, des anticorps, afin de bloquer cette interaction entre les immune checkpoints. Donc, ça a mené au développement d'immunothérapie contre le cancer. Alexandre, tout à l'heure, nous faisait remarquer que ce que l'on souhaite plus que tout, c'est de développer des thérapies curatives. Eh bien, l'immunothérapie contre le cancer permet des thérapies curatives. Mais pas pour tous les patients, malheureusement. Donc, les immunothérapies qui visent les immune checkpoints sont surtout efficaces pour les traitements des mélanomes métastatiques, cancer du poumon, par exemple. Malheureusement, pour ce qui est du cancer du pancréas, ces fameux immune checkpoints PD1, par exemple, sont très peu impliqués dans le cancer du pancréas afin de désarmer le système immunitaire. Donc, il y a d'autres mécanismes qui permettent de désarmer le système immunitaire dans le cancer du pancréas. Il y a d'autres types d'immunothérapie. Par exemple, l'immunothérapie cellulaire. Vous allez entendre tout à l'heure parler de ce type d'immunothérapie par le Dr Simon Turcotte, qui se spécialise dans ce domaine. Alors, l'immunothérapie cellulaire, en quoi ça consiste? On pourrait décliner en trois grandes approches. Donc, tout d'abord, on prélève des lymphocytes immunitaires du patient. On peut le faire soit à travers des prises de sang ou à travers un prélèvement de la tumeur. Ensuite, on isole ces lymphocytes, ces fameux patrouilleurs capables de tuer les cellules cancéreuses. On les isole soit du sang, soit de la tumeur proprement dite. Et on les amplifie en laboratoire pour ensuite les réinfuser aux patients. Dans certains cas, on peut les modifier génétiquement afin qu'ils soient encore meilleurs dans leur réponse antitumorale. Alors, ce type de traitement est approuvé en ce moment pour certaines leucémies. Donc, on ne parle pas de science-fiction ici, on parle vraiment de thérapie approuvée. Pour ce qui est du cancer du pancréas, ça reste des thérapies expérimentales, mais fort prometteuses, comme vous allez l'entendre tout à l'heure par le Dr Turcotte. La troisième forme d'immunothérapie contre le cancer, il s'agit de vaccination. Alors, en quoi ça consiste? Bien, on peut parler de vaccination prophylactique ou de vaccination thérapeutique. Vous avez certainement déjà entendu parler de la vaccination contre le virus du papillome humain, qui nous protège contre certains cancers, comme par exemple le cancer du col de l'utérus.
Donc, il s'agit dans ce cas-là de vaccins prophylactiques qui préviennent contre le développement de certains cancers. On pourrait entrevoir des vaccins prophylactiques de prévention contre certains cancers du pancréas, puis on va entendre tout à l'heure le Dr Ferber parler de cette stratégie. Ou encore, on peut développer des vaccins thérapeutiques personnalisés. Alors là, pour l'instant, c'est de la science-fiction, mais qui se rapproche de plus en plus de la clinique. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, on prend un prélèvement de tumeur et puis on caractérise au niveau génomique ou au niveau protéomique cette tumeur. Et puis, à l'aide de cette analyse multispectre de la tumeur, mais on peut développer des vaccins personnalisés pour chaque patient. L'objectif, c'est de le faire dans un laps de temps assez restreint pour être capable d'avoir un impact majeur sur le patient, évidemment. Alors voilà pour les 3 types d'immunothérapie. Puis vous avez démontré avec Dr Turcotte que chez certains patients atteints du cancer du pancréas, les lymphocytes du système immunitaire peuvent détruire les cellules cancéreuses. Pourquoi les immunothérapies actuelles sont-elles inefficaces dans le cancer du pancréas? Donc, tout à fait. Donc, comme j'ai expliqué, le système immunitaire est très puissant. Par contre, il y a des mécanismes qui visent à désarmer le système immunitaire. Dans le cancer du pancréas, on commence à comprendre ces mécanismes qui désarment le système immunitaire. Il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai démarré mon laboratoire de recherche ici au CHUM, je m'intéressais à un de ces mécanismes qui est dépendant de la production d'une métabolite qu'on appelle l'adénosine. Et puis, au travers de mes interactions avec Simon, on s'est mis à étudier le rôle de ce mécanisme d'immunosuppression dans le cadre du cancer du pancréas. Et puis là, ce qu'on a trouvé, c'est que dans le cancer du pancréas, il y avait beaucoup d'adénosine de produite. Alors, cette adénosine, tout comme les autres immune checkpoints, sert à désarmer le système immunitaire. Sur l'image ici que l'on peut voir, il s'agit ici d'un marquage d'une protéine qui s'appelle CD73, qui représente la protéine responsable de la production d'adénosine. Et ce qu'on voit, c'est un échantillon, une biopsie de tumeur de patients ici au CHUM. Alors, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'adénosine produit dans le cancer du pancréas. Donc, au fil des années, on a collaboré avec certaines compagnies pharmaceutiques pour développer des traitements visant à bloquer la production d'adénosine. Alors, où en sont ces travaux de recherche? En résumé, à l'heure actuelle, on voit des résultats très prometteurs pour le cancer du poumon. Donc, il s'agit ici, à gauche de la diapo, de données de survie là, dans le cancer du poumon avancé, où on voit la proportion de survie des patients traités avec une immunothérapie classique anti-PD-L1 ou une immunothérapie combinée avec un inhibiteur CD73. Alors, vous faites constater que dans cette étude clinique, on a doublé la survie sans progression des patients recevant la combithérapie. Les études cliniques progressent. On est maintenant au stade de tester les immunothérapies de type adénosine dans le cancer du pancréas. Évidemment, il faut progresser par étapes. La première étape étant une étude précoce de phase 1. Donc, il y a des résultats récents qui ont été rapportés en 2021, tels que montrés ici dans la diapo du côté droit, où on voit que la moitié des patients avec un cancer du pancréas, traités avec cette combithérapie anti-CD73, ont vu leur tumeur régresser de plus de 30 %. Donc, il s'agit ici de patients pour lesquels aucun traitement n'était efficace. Donc, il y a de l'espoir, puis à travers nos recherches, on pense être capable de contribuer à l'amélioration des traitements en cancer du pancréas. C'est extraordinaire. Puis est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à développer de meilleures options de traitement pour le cancer du pancréas? On croit que oui. Vous avez entendu tout à l'heure Alexandre nous présenter le potentiel de l'intelligence artificielle. En ce qui nous concerne, on souhaite utiliser l'intelligence artificielle pour développer des meilleurs vaccins personnalisés. L'intelligence artificielle est utile lorsqu'on a beaucoup de données à analyser. Et là, maintenant, quand vous êtes diagnostiqué avec un cancer, on a la possibilité de caractériser au niveau génomique, au niveau protéomique, votre tumeur. Pas la tumeur de quelqu'un d'autre, votre tumeur. Puis grâce à l'intelligence artificielle, on pense être capable de générer des meilleurs vaccins personnalisés qui seront ensuite possiblement combinés avec d'autres immunothérapies telles que les immunothérapies anti-adénosine. C'est vraiment fascinant. Merci, John.
Je passe à Gérardo. Gérardo, bonsoir. Une petite question pour vous. Pour contourner les enjeux de l'immunothérapie chez les patients atteints du cancer du pancréas, vous proposez une nouvelle stratégie de vaccination. Donc, John vient de parler de vaccin. Comment votre approche est-elle différente? Merci, Michel. Nous savons tous que les vaccins sont efficaces contre les maladies infectieuses. Par contre, le cancer, c'est une autre chose. Nous avons vu récemment avec les vaccins ARN développés contre la COVID-19 qu'une nouvelle technologie est en train de fonctionner très bien. Alors, je pense que c'est le moment. On est en train de vivre un moment historique en médecine. C'est le moment d'essayer ces vaccins ARN sur d'autres maladies, donc le cancer. Alors, ça, c'est la première raison pour laquelle je pense qu'une nouvelle stratégie, ça peut fonctionner. Il y a aussi les particularités du cancer du pancréas. Le cancer du pancréas commence la plupart du temps, 90% du temps, avec une mutation dans une protéine qu'on appelle KRAS. Alors, ces mutations de KRAS sont étranges à notre organisme. Ça serait similaire à un antigène présent dans un virus ou dans une bactérie pour laquelle on peut développer un vaccin. Alors, on peut proposer le développement d'un vaccin contre KRAS pour, en fait, prévenir l'établissement d'un cancer du pancréas. Alors, dans le cas du cancer du pancréas, on connaît des facteurs de risque qui sont importants. Le plus important, c'est les facteurs génétiques. Les personnes qui ont plusieurs familiers qui ont le cancer du pancréas sont en plus grand risque. L'obésité, l'alcoolisme, le tabagisme, tout ça, ensemble, ça augmente encore plus le risque. Alors, on pourrait essayer de cibler les vaccins contre KRAS pour ce genre de patients. Il y a encore une autre stratégie qu'on pourrait essayer, c'est les patients qui viennent de finir en chimio ou la chirurgie. Dans ces patients-là, la tumeur, on sait que dans la plupart des temps, il va y avoir une récidive. Alors, le vaccin pourrait être utilisé dans ces patients-là pour prévenir que le cancer revienne. OK. Puis, est-ce que les personnes qui ont un cancer du pancréas qui est bien établi, est-ce que ces vaccins KRAS pourraient être combinés avec d'autres types de traitements et être efficaces? Excellente question. Oui, les vaccins tout seuls, dans les cas des patients qui ont déjà le cancer, à cause de ces mécanismes d'immunosuppression que Dr. Stack nous a bien expliqué, je ne pense pas que les vaccins, ça va être suffisant. Mais combiné avec la chimio ou combiné avec les nouvelles immunothérapies, comme l'immunothérapie découverte par Dr. Stack avec anti-CD73 ou une nouvelle forme de thérapie cellulaire que Dr. Turcotte est en train d'essayer, ça pourrait aussi marcher. Excellent, merci. Très intéressant. Merci, Gérardo. Simon, à votre tour, vous démarrez au CHUM un programme de thérapie immunocellulaire du cancer, c'est-à-dire de traitement par transfusion de globules blancs anticancéreux. Où en sont vos travaux pour le cancer du pancréas? Bien, on s'intéresse effectivement à administrer, donner aux patients des lymphocytes T antitumoraux, qui est une des formes les plus puissantes d'immunothérapie qui a été découverte ces dernières années, dont John a parlé. Et dans le cas du cancer du pancréas, on pense que de modifier génétiquement des lymphocytes T est une avenue prometteuse. Donc, le patient, comme on a dit, a un cancer du pancréas, puis spontanément, son système immunitaire essaie de le combattre, mais les lymphocytes T ne sont pas assez nombreux, puis ils essaient de faire la guérilla dans la tumeur, puis sont en train de perdre la bataille parce que les cellules cancéreuses sont plus fortes, puis ont plein de mécanismes pour échapper à la reconnaissance immunitaire. Donc, il faut amplifier les lymphocytes T. Puis ce qu'on fait, c'est que les patients peuvent subir une leucaphérèse, qui est une sorte de grosse prise de sang, où la machine qui est à côté la machine qui est sur le schéma va servir à filtrer le sang pour aller prendre une grande quantité de globules blancs. Et puis, dans le laboratoire, avec nos collaborateurs Rob Holt de l'Ouest canadien, à partir des échantillons de patients traités pour cancer du pancréas, on a réussi à cloner, à isoler un récepteur de lymphocytes T qui est capable de reconnaître KRAS muté, le fameux KRAS dont Gérardo a parlé, qui est un gène muté qui se traduit en protéines mutées dans 90% des cancers du pancréas.
Donc, on a ce récepteur-là qui est capable de reconnaître CARAS, puis on peut l'introduire dans les lymphocytes du patient qu'on vient de prélever par lecaphérèse pour bâtir une armée de lymphocytes antitumoraux. Et ce sont ces lymphocytes antitumoraux que l'on va transfuser au patient. Puis, comme vous voyez, le lymphocyte peut reconnaître la cellule cancéreuse et entraîner son apoptose, sa destruction de la manière qui est présentée là. Ça, c'est dans le laboratoire, mais c'est quand même probablement pas mal comme ça que ça peut se passer chez l'être humain. Alors, voilà. Oui, on peut applaudir, c'est vrai, c'est assez fascinant. Oui. Oui. Puis, en fait, là, pour nous qui ne sommes pas nécessairement tous des scientifiques, là, la modification génétique des lymphocytes, c'est pas un peu science-fiction, ça, là? Bien, comme a dit John tout à l'heure, non, ce n'est pas de la science-fiction. Il y a déjà des premiers types de cancers qui sont traités de cette manière-là. Les cancers du système hématologique, des leucémies, des lymphomes, des cellules B, où des compagnies pharmaceutiques maintenant sont capables de recevoir le produit d'aphérèse d'un patient, modifier génétiquement les lymphocytes pour qu'ils reconnaissent un antigène exprimé par ces lymphomes, ces leucémies-là. Ce n'est pas CARAS, c'est un autre antigène qui s'appelle CD19. Donc la technologie existe, elle est déployée à grande échelle maintenant par certaines compagnies pharmaceutiques. Il s'agit de trouver le bon antigène, la bonne cible, mais c'est tout à fait faisable à grande échelle pour les patients. Il y a d'ailleurs une étude qui vient d'être publiée dans le New England hier ou avant-hier, où mon ami, ancien collègue postdoctoral au NCI, Eric Tran, a réussi à traiter 3 patients de cette manière-là, avec des lymphocytes génétiquement modifiés pour reconnaître CARAS. Ce n'est pas le même récepteur que celui sur lequel on travaille, mais c'est une première preuve de concept chez 3 patients que cette thérapie-là pourrait fonctionner. Puis les réponses étaient mixtes, mais certains patients ont vraiment répondu à ce type de thérapie-là. Donc, je pense que c'est un début et que ce n'est pas de la science-fiction. Ah non, c'est très, très réel, très concret. Fascinant, fascinant. Merci beaucoup, Dr. Turcotte. Merci, messieurs, pour vos informations éclairantes. Alors, prenons maintenant un moment pour écouter le témoignage de M. Martin Payan, un survivant du cancer du pancréas, qui a généreusement accepté de nous partager son histoire. Bonjour. Je me sens privilégié d'avoir la chance de vous raconter mon histoire aujourd'hui. Cette histoire commence après une rencontre de routine avec mon médecin de famille qui m'invite à faire des examens dus à mon âge. Suite à une batterie de tests qui révèlent de petites anomalies, ainsi que la rencontre de quelques spécialistes, je me retrouve dans le bureau du docteur Turcotte. C'est là que le cours des choses allait changer pour moi. Le docteur Turcotte m'explique qu'il voit une tumeur, probablement précancéreuse, dans la queue de mon pancréas près de ma rate. Avec des mots justes, précis et à la fois inquiétants, il me suggère de m'enlever la partie de mon pancréas qui contient la tumeur et ma rate. Sinon, cette tumeur pourrait devenir un cancer agressif. Comme la rate est inutile à mon âge, je vois cette intervention comme une petite chose qui me gardera en santé et la vie continuera de suivre son cours. Suite à cette intervention, Dr. Turcotte me dit qu'il y avait des cellules cancéreuses microscopiques dans la partie du pancréas opérée. Je deviens alors un patient du Dr. Turcotte et je me sens privilégié d'avoir des suivis réguliers afin de détecter une récidive. 2 ans plus tard, et quelques rencontres, le Dr. Turcotte me partage son inquiétude. Il voit apparaître dans le pancréas restant des changements qui ressemblent à un début de cancer. Et là, les choses basculent. Il me parle de probabilités et de statistiques et m'explique mes choix. Une vie sans pancréas avec des conséquences lourdes ou une loterie qui ne joue vraiment pas en ma faveur. Dans ce qui allait devenir le plus grand moment de vulnérabilité de toute ma vie, on me met en contact avec des gens extraordinaires. En pleine pandémie, mon agenda se remplit de rencontres avec des infirmières, des nutritionnistes, des endocrinologues et le docteur Turcotte qui n'est jamais très loin. Je fais maintenant face à une chirurgie lourde de conséquences, alors que je me sens en pleine forme. J'ai quelque chose dans mon corps que je ne connais pas. On me dit que l'opération est la seule issue et qu'après cette chirurgie,
je serai diabétique type 1. Et ça, je n'ai aucune idée c'est quoi. Je n'ai jamais, ni de près ni de loin, été en contact avec cette maladie. Dans ce moment inquiétant et de vulnérabilité sans précédent, on a besoin de nos gens, mais on a aussi ce réflexe de ne pas vouloir inquiéter ceux qu'on aime. Je comprends aujourd'hui qu'il est bénéfique d'en parler, pour 2 raisons. Ça nous aide personnellement et ça aide à démystifier cette maladie et ses conséquences. En rétrospective, c'est peut-être le bout que j'ai manqué. J'ai voulu protéger mes parents, mes enfants, mais j'ai eu la chance d'avoir une conjointe qui a été à mes côtés du début à la fin. Donc, en février 2021, j'entre au CHUM pour ma chirurgie. J'entre au CHUM pour me sauver du cancer et j'entre aussi au CHUM pour devenir diabétique type 1. La chirurgie se déroule telle que prévu. Je suis entouré d'une équipe de gens passionnés, dévoués et professionnels. Le pathologiste confirme qu'il y avait des cellules cancéreuses dans le reste de mon pancréas opéré. Donc, grâce à une approche proactive, je suis hors de danger. Je dois apprendre à vivre avec le diabète, mais j'ai la chance d'être en vie. Mon nouveau projet devient alors de devenir le meilleur diabétique au Québec. Ce bout-là est moins évident, mais l'équipe médicale autour de moi est incroyable. Toutefois, ce défi, il m'appartient, car il n'y a pas de recette précise. Je me motive en me disant que de jeunes enfants ont à faire face à cette maladie dès leur petite enfance. Moi, j'ai 52 ans, ce n'est pas le moment de m'apitoyer sur mon sort. Au quotidien, je dois maintenant m'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour, comprendre les quantités de glucides dans tout ce que je consomme, faire des mathématiques avant chaque repas, mais j'ai la chance de vivre. Et à mes yeux, ce prix à payer n'est pas très élevé. Je vous ai raconté un petit bout de mon histoire aujourd'hui. Une histoire remplie de chance qui a fait en sorte que je sens le besoin de jouer un rôle pour aider. J'ai été sauvé grâce à la prévention et à la recherche. La recherche qui fait en sorte que le docteur Turcotte a su voir venir ce qui allait m'arriver. On doit continuer afin de prévenir et sauver le plus de gens possible. Continuer pour diagnostiquer encore plus tôt cette maladie et quand ce n'est pas le cas, la traiter le plus efficacement possible. Pour vous qui avez reçu un diagnostic et qui êtes inquiets, je ressens énormément de compassion et je vous invite à en parler. Pour vous qui avez un être cher qui est atteint ou qui n'a pas survécu à ce cancer, je vous invite aussi à en parler et à donner. Donner afin de faire avancer les choses, faire avancer la recherche et continuer de sauver des vies. La recherche, c'est l'espoir et c'est notre seule façon de faire avancer les choses. Merci, M. Payan. Je sais que vous êtes quelque part dans la salle. Merci infiniment de votre générosité pour ce témoignage-là. Je pense que ça nous donne vraiment l'espoir de la guérison du cancer du pancréas grâce à un diagnostic précoce et évidemment à la recherche. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous appréciez la conférence jusqu'à maintenant. On va désormais vous céder la parole donc pour la période de questions pour le public. Pour les gens qui sont dans la salle ici, je vous invite à lever la main si vous avez une question. On va se déplacer et on va pouvoir vous céder la parole. Et pour celles et ceux qui nous regardent via le Facebook Live, je vous invite donc à écrire vos questions en commentaire sous le Facebook Live et nos modératrices vont m'envoyer les questions. J'ai une petite tablette ici, donc je vais m'assurer de poser les questions à nos spécialistes. Alors, allons-y. Ça prend toujours quelqu'un pour briser la glace. Est-ce qu'on a un micro qui fonctionne? Ça s'en vient, voilà. Oui. Ça sonne comme un micro qui fonctionne. Bonsoir. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Bon, ma première question, parce que j'en ai peut-être 2 ou 3. Est-ce que l'ampulome, c'est un cancer du pancréas? L'ampulome, est-il un cancer, fait partie des cancers du pancréas ou... Pas tout à fait. C'est une tumeur qui commence au niveau de l'ampoule de Vater, qui est la jonction entre le canal pancréatique et le duodénum. Il y a une biologie un peu différente que celle du cancer du pancréas, mais ça se ressemble, c'est quand même dans la grande famille de... c'est parce que Whipple, c'était écrit ampulome
sous le docteur Whipple. Le docteur Whipple, oui, il avait fait ces tumeurs-là, qu'elles soient au niveau de l'ampoule, du bas cholédoque, de la tête du pancréas, la chirurgie qui est à faire, la chirurgie de Whipple, c'est la même, c'est d'enlever tout le début du système digestif avec la tête du pancréas. Et le CARAS, il faut avoir une mutation de CARAS dans le génome, du génome pour pouvoir être éligible à cette thérapie, ou bien le MSI High peut aussi être guéri par vos procédures. Bien, pour ce qui est, je vais répondre à la question, mais John ou Gerardo, vous pouvez certainement répondre aussi. Pour la thérapie qui cible CARAS muté, ça prend effectivement une mutation de ce gène-là dans la tumeur de l'individu pour que ça fonctionne. Que ce soit un vaccin ou que ce soit une thérapie immunocellulaire, il faut que la mutation CARAS soit présente. Donc, ce n'est pas pour le MSI High. Veux-tu répondre, John, à cette question-là? Non, pour les tumeurs avec instabilité oui. génomique dont vous faites référence, auxquelles vous faites référence, oui. Il y a plusieurs mutations. Donc, souvent, il va y avoir également des mutations CARAS dans ce type de tumeur. Donc, les approches d'immunothérapie que l'on a discutées aujourd'hui, certaines visaient spécifiquement la mutation CARAS, mais d'autres approches ne sont pas spécifiques à la mutation CARAS et pourraient être déployées pour traiter tout type de cancer du pancréas. Donc, par exemple, les vaccins personnalisés, c'est-à-dire on va étudier, caractériser en profondeur votre tumeur afin de générer un vaccin contre cette tumeur. Donc ça, c'est une approche qui est indépendante ou agnostique de la mutation CARAS. D'autres approches d'immunothérapie, telles que les immunothérapies adénosine, seraient également indépendantes d'une mutation CARAS. Oui. Merci. Est-ce qu'il faut passer d'abord par un profilage génomique, par un séquençage génomique avant, pour savoir quelles sont les cellules qui vont muter, oui ou non, je ne sais pas. Je suis pas professionnelle dans le... Oui, en fait, l'hôpital, le CHUM, commence vraiment à caractériser de façon génomique plusieurs de nos patients, et c'est là où on aimerait être, parce que plusieurs centres en Amérique du Nord offrent déjà ces services. Oui. Bientôt, on sera en mesure d'offrir le génotypage des tumeurs. Oui. Et pour l'immunothérapie, le pembrolizumab, par exemple, c'est un genre d'immunothérapie qui cible les PDL1, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que quand on arrête le pembrolizumab et que les marqueurs tumoraux deviennent normaux, est-ce que ça veut dire que la personne est guérie, ou bien on a arrêté l'évolution de la maladie simplement? Oui, donc ce sont des questions importantes. Effectivement, il peut y avoir guérison. Maintenant, tout dépendamment des marqueurs auxquels vous faites référence, mais tout à fait, le médecin traitant qui suit ce patient ou cette patiente sera en mesure de lui dire si la patiente ou le patient est en voie de guérison. D'accord. Merci. J'ai juste une autre question pour le docteur, la dernière pour le docteur, parce que j'ai lu tout ce que vous avez étudié, pas tout, hein, ce qui est sur Internet aux États-Unis quand vous avez fait vos études. Et une personne qui a guéri avec la technique dont vous venez de parler, mais qui a eu des effets secondaires très importants au début, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs formes de thérapie cellulaire qu'on étudiait entre 2010 et 2012, là, ou 2009 et 2012, là, quand j'étais au NCI, je pense auquel vous faites référence. La première, c'était de prendre une tumeur et de faire pousser dans l'incubateur les lymphocytes T qui avaient infiltré cette tumeur-là, puis de les redonner aux patients.
Ça, c'est une forme de thérapie qui est prometteuse, mais le développement actuel consiste surtout à améliorer notre capacité à sélectionner les bons lymphocytes T, bien spécifiques. Et il y a toutes sortes de stratégies qui se développent dans ce sens-là. Puis en général, c'est une thérapie qui est très peu toxique, parce que c'est les lymphocytes qui étaient déjà là dans la tumeur, les lymphocytes de la personne, ils ne sont pas génétiquement modifiés, puis il y a peu d'effets secondaires. Pendant ces années-là, peut-être que l'étude auquel vous faites référence, c'était des lymphocytes T génétiquement modifiés qui reconnaissaient pas la cible KRAS dont on a parlé, mais une cible qui s'appelle CEA. Et ça, c'est un antigène tumoral qui est exprimé à des niveaux très élevés par les cancers du système digestif, mais aussi dans la muqueuse normale des patients, à très faible niveau, mais dans la muqueuse de l'intestin des patients, dans la crypte, en fait, à la base de la crypte des villosités intestinales. Puis, il y a à peu près 4 patients qui ont reçu des lymphocytes génétiquement modifiés qui reconnaissaient CEA, puis ça a causé des entérites majeures, même si cette protéine-là était présente en faible quantité dans les tissus normaux. Donc, ce qu'on a appris de cette étude-là, c'est qu'il faut cibler quelque chose qui est absolument absent des tissus normaux. Puis, le gène KRAS muté qui donne une protéine mutée, bien ça, il n'y en a pas dans les tissus normaux. C'est pour ça qu'on s'intéresse tant aux mutations spécifiques. Donc, il n'y aura pas d'effet secondaire, disons. Il y a toujours... il n'y a pas de guerre sans dommages collatéraux. Il y a toujours des risques, il y a toujours mais ce n'est pas aussi des effets secondaires. Important que ça l'était. Non, c'est ça. On croit que les risques vont être beaucoup moindres. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci. Merci, Madame, de votre intervention. Je vais me permettre d'y aller avec une question sur le web, parce qu'on a des gens qui nous écrivent aussi sur le web, messieurs. Alors, France Trudel nous demande « Bonsoir, j'aimerais savoir si ce cancer peut être détecté par une prise de sang. » D'honneur. Mais je peux commencer pour répondre à ces questions. C'est une question pour l'avenir, parce qu'en ce moment, c'est très difficile à détecter les cancers du pancréas. Alors, il faudra comprendre mieux ces maladies, surtout au début. Dans mon laboratoire, par exemple, on sait que la première chose qui arrive quand on introduit la mutation KRAS dans les cellules du pancréas, les cellules ne vont pas immédiatement aller en cancer, ils vont aller dans un état de sénescence qu'on a commencé à caractériser très bien. Ça pourrait nous donner des pistes, des biomarqueurs pour détecter la maladie à cet stage-là qui n'est pas encore mortel. Okay. Donc, en ce moment, non. Éventuellement, oui. Est-ce que je comprends bien? C'est ça? Oui, mais la technique, en ce moment, ce qu'on sait, c'est que les cancers vont relâcher dans la circulation de l'ADN, donc des parties du génome tumoral vont se retrouver dans la circulation des patients. Puis les techniques pour détecter l'ADN tumoral à partir de prises de sang se raffinent énormément, deviennent de plus en plus sensibles. Donc, je pense que l'avenir va probablement nous faire répondre oui à cette question-là, qu'on va être capable, avec des prises de sang, de détecter de l'ADN tumoral chez les personnes qui ont des cancers du pancréas débutants. Il faut que la technique soit encore un peu plus sensible qu'actuellement. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle avant que je poursuive? Oui. Oui, bonsoir. J'ai une question, en fait, peut-être plus générale, mais est-ce que le cancer du pancréas atteint autant les hommes que les femmes? À peu près, oui. Oui, peut-être qu'il y a un peu plus d'hommes que de femmes, mais c'est assez balancé. Ouais. Bonsoir. Je voulais savoir si vous allez avoir des essais cliniques prochainement et comment adhérer pour être un de vos patients. Bien, il y a plusieurs études cliniques au CHUM puis au Québec. Au CHUM, on a la chance, depuis 2017 maintenant, d'avoir mis sur pied, via le centre de recherche, une unité pour faire des études de phase précoce, des études de phase 1, phase 2, qui nous permettent de tester des traitements qui n'ont jamais été testés chez l'humain ou qui commencent à être testés chez l'humain. En général, ce sont des études qui
qui vont traiter peu de patients. Ce n'est pas des études avec des cohortes immenses, mais il y en a de plus en plus qui sont ouvertes au CHUM. Puis, c'est des études dont la durée est relativement courte. Donc, au fil de l'année, ces études-là changent. Puis, les personnes les mieux placées pour dire à un patient s'il est éligible ou non, c'est souvent son oncologue traitant ou son chirurgien traitant. Il y a les études de thérapie immunocellulaire qu'on développe. On a ouvert les 2 premières en 2020, en 2021, pardon, puis en 2022. Les 2 premières ont été ouvertes en cancer pour les personnes atteintes de cancer du poumon. Et puis là, on évalue si on peut en ouvrir pour le cancer du pancréas. C'est les études financées par l'industrie qui sont plus faciles à initier. Les produits cellulaires que nous-mêmes, on développe, comme pour le cancer du pancréas avec des lymphocytes génétiquement modifiés, je pense qu'on travaille maintenant sur un horizon de 2-3 ans là, pour ouvrir une étude ici au CHUM. Donc, c'est pas prochainement, dans les prochains mois ou dans la prochaine année. Ça s'en vient. C'est toujours plus long qu'on voudrait. Oui, souvent, c'est parce que c'est ça, on manque de temps, on court après le temps. Oui, mais c'est très réglementé, puis c'est des études complexes, évidemment pour la sécurité des personnes, puis pour que les données soient scientifiquement valables, ça prend des devis puis des données qui sont excessivement robustes. Mais on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour initier les études le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci, madame. Une autre question du web. Alors, M. Claude Chicoine qui dit « Excellente présentation, merci. Quels sont les autres types de cancers pour lesquels la recherche fait appel à l'intelligence artificielle? » Je ne sais pas si Alexandre, tu veux commenter. Je dirais la majorité. Ouais. L'idée, c'est de combiner l'ensemble des données qui proviennent des patients pour mieux diagnostiquer, mieux découvrir des nouveaux traitements. Donc, pratiquement pour tous les cancers, en fait. Excellent. Merci, M. Chicoine, pour votre question. Une autre question en salle? Monsieur? Quels sont les symptômes préliminaires de cette maladie? Bien, souvent, c'est sournois. Je dirais que la majorité des patients vont sentir un inconfort abdominal. Ils disent « Ah, coudonc, j'ai l'impression que je digère mal. » Chez certaines personnes, notre symptôme le plus fréquent, ça va être une jaunisse, parce que le cancer va bloquer le cholédoque, le canal de la bile. Puis, ça reste pas mal dans cet ordre-là. Inconfort abdominal, jaunisse si la tumeur est dans la tête du pancréas, perte de poids inexpliquée, diabète de novo. C'est aussi des symptômes des signes et des symptômes qui peuvent arriver au début. Oui, bonsoir. Je ne suis pas scientifique, donc ma question va être assez simple. Mon ami Martin Payan a eu la chance d'avoir eu un examen pour voir qu'il y avait une problématique avec son pancréas. On a parlé de la cure, on a parlé des symptômes, mais question prévention. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ou est-ce que c'est héréditaire? Est-ce qu'il y a un lien au niveau de l'hérédité? Et la question de la prévention, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Bien, je peux commencer avec ces questions. Merci pour la question. Il y a un composé héréditaire clair parce qu'on sait que les personnes qui ont des familiers proches avec du cancer du pancréas ont plus de chances d'avoir le cancer du pancréas et on parle d'un risque élevé entre 2 et 10 fois. On sait que l'alcoolisme, l'obésité, le tabagisme aussi augmentent le risque de 2 ou 3 fois. Alors, combiner tout ça, c'est pas une bonne idée. Mais en général, la cause précise de ces facteurs génétiques, on ne la connaît pas. Alors là, c'est la recherche. Comme on a parlé beaucoup de séquençage et d'intelligence artificielle. Ça, c'est une des méthodes qui va nous amener à découvrir ce gène-là qui aide à causer la maladie dans les familles qui causent le cancer du pancréas. Il y a des syndromes héréditaires très rares qui causent le cancer du pancréas.
Il y en a un qui est assez connu, qui cause du mélanome et cancer du pancréas, pour lequel on connaît bien les familles. Mais en général, on a besoin de recherches pour identifier de nouveaux gènes qui causent le cancer du pancréas. Peut-être en complément, les recommandations, si une personne dans votre famille au premier degré, donc un frère, une sœur, un mère, père, qui a eu un cancer du pancréas, vous devriez avoir une imagerie, soit un CT scan, une résonance magnétique ou une échographie, 10 ans avant l'âge à laquelle votre proche a développé le cancer du pancréas. Ça, c'est dans les nouvelles recommandations, parce que, comme a dit Gérardo, c'est un des facteurs de risque les plus importants de développer le cancer. Mais sinon, avoir des habitudes de vie saine, on ne peut pas faire grand-chose de plus que ça. Oui, une poutine. Parfait. Mais donc, c'est important de le dire à son médecin s'il y a un proche dans la famille là, rapproché, oui. Donc, pour pouvoir avoir accès à ces soins préventifs-là ou ces examens. Voilà. Ouais. 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 Excellent. Une question du web. Rose qui demande pourquoi le cancer du pancréas est diagnostiqué aussi tardivement. Mais c'est mal placé. Hein. Le pancréas, c'est en plein centre du ventre, très profondément. Et puis, quand ça commence, c'est une cellule cancéreuse qui devient 2 cellules, 4 cellules, etc. C'est gros comme une tête d'épingle, ça ne donne aucun symptôme. Quand on commence à développer des symptômes, comme j'ai dit au départ, c'est parce que la tumeur commence à bloquer soit l'intestin, soit les voies biliaires. Quand ça commence à donner à causer des douleurs aussi, c'est souvent que la tumeur a atteint une certaine grosseur, puis à ce moment-là, bien, elle est plus difficile à traiter. Il y a des cancers plus superficiels, le mélanome de la peau, le cancer du sein, des endroits plus accessibles où la détection se fait plus précocement, pour des raisons évidentes. Mais pour le pancréas, c'est une autre chose. Excellent, merci. Une autre question dans la salle? Je poursuis avec le web. Le web, on a encore le temps si ça vous vient. Donc, Monsieur Luigi de Repentigny. Donc, merci pour cette conférence. La question est la suivante. Il y a plusieurs thérapies approuvées en cancérologie. Est-ce que certaines d'entre elles pourraient fonctionner pour le cancer du pancréas? Mais comme on a dit au départ, le traitement standard pour le cancer du pancréas, quand c'est opérable, on opère. Puis les chimiothérapies standards, gemcitabine, folfirinox, gemcitabine, abraxane, les combinaisons, ça continue l'arsenal thérapeutique standard. Et puis, ça permet de prolonger la vie, de guérir un certain nombre de personnes. Après ces traitements standards-là, c'est là que la recherche embarque, puis qu'il y a différentes formes de traitement qui se développent, comme les immunothérapies dont on a parlé surtout aujourd'hui. Excellent. Si je peux ajouter à ces réponses du Dr. Turcotte, l'industrie pharmaceutique vient de développer des inhibiteurs de KRAS. Ça veut dire qu'au lieu d'un vaccin, c'est des petits drogues qui sont capables d'interagir avec le KRAS muté et l'inhibé. Alors, il y a plusieurs mutations de KRAS. Il y en a une de ces mutations qui on a déjà un médicament qui est assez puissant pour inhiber ces KRAS mutés. Okay. Et on parle du développement de ce qui s'appelle un pan-KRAS muté. Ça veut dire pan, ça veut dire tout, qui est une drogue qui va cibler toutes les mutations de KRAS. Pourrait fonctionner pour toutes les mutations. Et fonctionnerait pour tous les patients, les 90% des patients avec cancer du pancréas qui ont le KRAS muté, mais aussi 30% des patients avec cancer du côlon ont KRAS muté, et un bon pourcentage aussi des patients avec le cancer du poumon ont KRAS muté. Alors, KRAS, c'est un des oncogènes les plus fréquents dans le cancer humain. Okay. Et en fait, c'était le premier oncogène humain découvert en science. Ah oui? Il y en a déjà. OK. Donc, ça fait longtemps qu'on parle du KRAS. OK. Donc, oui, une question? Oui, parfait. Dans votre introduction, Dr. Turcotte, vous avez dit que la forme des patients est un facteur limitant à ceux qui peuvent bénéficier de certaines thérapies actuelles. Est-ce que les nouvelles thérapies discutées ce soir pourraient bénéficier à plus de patients ou la forme influence également ceux qui peuvent bénéficier de ces thérapies-là? Bien, je pense que l'expérience des dernières années avec les premières générations d'immunothérapie nous indique que ce sont des thérapies qui sont mieux tolérées. Il peut y avoir des effets secondaires, mais c'est des effets secondaires qui
qui sont la plupart du temps gérables. Les immunothérapies sont en général mieux tolérées que des chimiothérapies conventionnelles, là, cytotoxiques, qui, à la longue, en fait, c'est l'effet cumulatif de l'administration de chimiothérapie qui va les rendre de plus en plus difficiles à tolérer. Ils vont donner beaucoup de fatigue, beaucoup de problèmes au niveau du système digestif. Donc, ils ne constituent pas des solutions à long terme, là, ces chimiothérapies-là. Donc, c'est ça. Excellent. Je poursuis avec les questions sur le web. Madame Marie-Josée Simard qui demande, est-ce que le cancer du pancréas à petites cellules est fréquent? Mais ça fait référence aux tumeurs neuroendocrines du pancréas. Au début de la présentation, on vous a dit qu'on va focaliser sur l'adénocarcinome, qui est le cancer le plus commun du pancréas. Il y a certains sous-types plus rares, comme les cancers à petites cellules, les tumeurs neuroendocrines, qui ont une biologie, mais complètement différente. C'est des tumeurs qui évoluent très, très, très lentement, qui sont traitables. Si on peut opérer, en général, on est guéri. Si ça revient sous forme de métastases, les métastases évoluent très, très, très lentement, puis il y a d'autres types de médicaments qui peuvent être utilisés. Mais ce sont des tumeurs assez rares comparativement à l'adénocarcinome dont on a parlé ce soir. Ah, donc c'est moins fréquent, là. Oui. Pas tant. OK, excellent. Est-ce qu'on a encore des questions en salle, madame? Quels sont les critères d'éligibilité pour un traitement immunothérapeutique ou les critères pour être inclus dans un essai clinique? Donc, pour l'immunothérapie du cancer du pancréas, ça se restreint aux tumeurs à instabilité génomique, le MSI. Maintenant, pour les inclusions dans les essais cliniques, je vais laisser peut-être le docteur Turcotte répondre. Mais ça dépend vraiment de chaque étude spécifique. Et en général, comme critères généraux, il y a toujours la forme générale, hein. Il faut que le cœur de l'individu soit assez bon, les poumons, les reins, que les organes en général fonctionnent assez bien, puis que le niveau de la réserve fonctionnelle, le niveau d'énergie de base soit assez bon. On ne peut pas participer à une étude clinique si le cancer est tellement avancé que l'on passe la plupart du temps à l'IT. Donc, il faut être en forme de façon générale pour être éligible. Puis après ça, bien, il y a des critères bien spécifiques. Est-ce que tel antigène est exprimé par la tumeur? Est-ce que ça? Excellent. J'ai une dernière question sur le web, puis peut-être qu'on pourra prendre une dernière question ensuite en salle. Alors, Madame Brenda Armani, bonsoir. Est-ce que les 3 traitements en essai peuvent être essayés sur un patient en chimio palliative? Les 3 traitements? Oui, les 3 traitements en essai. Peut-être les 3 types d'approches d'immunothérapie dont on a parlé aujourd'hui. Je pense que c'est ça, oui. Chez quelqu'un qui reçoit une chimiothérapie palliative. Mais le terme chimiothérapie palliatif, il recouvre énormément de situations, hein. On parle de palliation en fin de vie, mais on parle aussi de palliation quand on vient d'avoir un diagnostic de cancer du pancréas métastatique, stade 4, inopérable. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic de cancer du pancréas métastatique, il va avoir une chimio à visée palliative parce qu'on ne peut pas prétendre guérir cette personne-là. Ce n'est pas une chimio curative, c'est une chimio palliative. Puis il y a de plus en plus d'études qui combinent les chimios actuelles aux immunothérapies, ou de plus en plus d'études qui vont recruter des patients qui ne répondent plus au traitement standard de chimiothérapie et qui vont être éligibles à être recrutés dans des études qui testent des immunothérapies seules ou combinées à des deuxièmes lignes, autres types de chimiothérapie. Excellent. Merci. Oui. Je voulais savoir, après que le patient ait reçu plusieurs traitements de chimio, 3 sortes de chimio, il n'y a toujours pas de changement, beaucoup d'effets secondaires. Même l'oncologue ne sait pas vers où se tourner.
qu'est-ce qui pourrait être mis de l'avant pour peut-être une nouvelle sorte de traitement ou je ne sais pas? Bien, c'est ça. C'est quoi la prochaine étape? Vous faites référence là, à une situation pendant que vous vivez, puis très spécifique, puis chaque personne qui est atteinte d'un cancer a une situation bien particulière. Donc, je ne veux pas que vous pensiez que je peux juste répondre en termes généraux à cette question-là. Je pense qu'une fois que le traitement standard ne marche plus, si la personne atteinte est encore assez en forme, probablement que ce qui donne le plus de débouchés, numéro 1, c'est de faire un séquençage, un profilage moléculaire de la tumeur. Parce qu'il y a certains types de tumeurs, comme on a discuté, qui peuvent être mieux reconnus par le système immunitaire, les tumeurs MSI-High, dont on a parlé au début. Et puis, il y a certaines mutations maintenant qui peuvent être ciblées par certains médicaments, comme certaines mutations de KRAS, dont Gerardo vient de parler. Puis ça, on peut savoir si quelqu'un a une tumeur avec ces caractéristiques-là seulement si on fait un séquençage génétique de la tumeur. Le problème, c'est que ces traitements-là sont encore expérimentaux, donc non remboursés par le système de santé publique, puis de faire séquencer sa tumeur chez Foundation Medicine, par exemple, qui est une compagnie basée aux États-Unis, ou avec de l'ADN du sang circulant, par une compagnie comme Canexia, qui est une compagnie canadienne, mais ça coûte des milliers de dollars. Ce n'est pas à la portée de tous. Ensuite, les outils qu'il faut regarder, c'est les registres où les études sont répertoriées. Oncologie Québec, c'est un site au Québec là, qui recense toutes les études, puis on peut rentrer des mots-clés, cancer du pancréas, etc. Puis là, on voit apparaître ces différentes études-là, où elles sont ouvertes, qui contacter. Sinon, il y a le site nord-américain clinicaltrials.gov, où on rentre encore une fois des mots-clés, puis là, bon, il y a encore plus d'études qui sont recensées, mais là, il faut être prêt à aller aux États-Unis, puis souvent à nos frais pour possiblement être traité. Mais il y a des personnes contacts qui peuvent répondre à vos questions. Est-ce que mon proche serait éligible, etc. Le mieux, c'est d'impliquer l'oncologue traitant du patient. Si l'oncologue traitant n'est pas disposé, bien, on peut demander des seconds avis aussi. Il n'y a rien qui empêche, moi je dis toujours ça aux patients, il n'y a absolument rien qui vous empêche de demander une consultation au CHUM en oncologie ou au CUSUM ou ailleurs. Et puis demander à l'oncologue spécialiste en traitement du cancer du pancréas, bien, selon vous, y a-t-il des études? Puis pouvez-vous nous aider à en trouver? Merci beaucoup. Excellent, merci. Écoutez, on va devoir s'arrêter parce que le temps file malheureusement. Je tiens à vous remercier évidemment chacune et chacun d'entre vous de votre présence en salle et sur le web. Merci évidemment à nos invités spéciaux. Merci à nos chercheurs invités. Merci également aux partenaires qui nous ont permis de rendre cette soirée possible, Merck. Grâce à l'excellente collaboration entre les chercheurs et l'Institut du cancer de Montréal, nous avons initié cette première conférence sur la recherche sur le cancer du pancréas pour créer en fait un fonds spécifique à la recherche sur le cancer du pancréas à l'Institut. Et on est très fiers de vous dire on vient de débuter, on a déjà ramassé 13 000 $. Donc, notre premier objectif pour la création de ce fonds-là est d'acquérir un montant de 250 000 $ pour l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie. Nous espérons que cette soirée d'information aura contribué à nourrir l'espoir, évidemment, qui changera le futur pour toute personne qui fait ou malheureusement aura fait face à cette maladie. Je veux donc terminer en vous remerciant et en vous rappelant évidemment que la recherche d'aujourd'hui, c'est le traitement de demain. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Merci de votre appui et je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas que pour les gens qui sont en salle, on a le cocktail. On vous invite à rester pour discuter avec nous, pour suivre peut-être les questions à nos chercheurs. Et pour les gens qui sont à la maison, merci d'avoir été là. Si on n'a pas répondu à vos questions sur le web, on va s'empresser de le faire au cours des jours qui viennent. Merci à tous. Bonne soirée.